Joute verbale musclée entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou à la Knesset et le chef de l'opposition Yair Lapid. On en parle dans quelques instants. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum. יאיר לפיד, אני מביא את זה לתשומת לבך. היית כתב במחנה, היום אתה צייצן המחנה, יש עוד כמה דברים שאתה צריך לעשות באמצע כדי להיות ראש ממשלה. אדוני ראש הממשלה, אדם עם ניסיון כמו שלך, לעמוד מול כל הבניין הזה ולהבהיר להם באופן כל כך מוחלט שלחצתי אותך, הייתי מצפה ליותר. לעלות הנה ולהגיד, לתקוף אותי אישית אחרי הנאום הזה, זה כמו להודיע, חבר'ה, תיזהרו, הוא אכן מועמד לגיטימי לראשות הממשלה, אנחנו צריכים למצוא דברים להגיד נגדו. Alors bonjour Michael. Bonjour Shraga. Alors comme on l'a vu dans ces deux extraits, qui n'étaient que des extraits parce que c'était assez long, c'est d'ailleurs assez rare que le Premier ministre s'exprime à la Knesset, et dans son intervention, notamment, il s'adresse à Yair Lapid en disant... vous n'étiez pendant votre service militaire qu'un journaliste dans le magazine Machane, Le Camp, c'est un magazine de Tzahal, et maintenant vous êtes Tzaitzan, ça veut dire vous écrivez des tweets dans le camp. Machane, c'est un jeu de mots en hébreu, mais en tout cas pour rabaisser un peu le chef de l'opposition et lui dire que vous avez encore pas mal de choses à apprendre si vous voulez être Premier ministre, et que lui a répondu... Alors Yair Lapid lui répond avec son ton... on parle ici de deux très bons orateurs, et c'est un plaisir de les entendre. En fait, voilà, cette joute verbale, tous les jours, voilà, l'occasion d'avoir, comme ça devrait être le cas plus souvent d'ailleurs, le Premier ministre et le chef de l'opposition. Donc Yair Lapid lui répond en m'attaquant de cette manière directement, vous m'avez donné une légitimité à être candidat comme Premier ministre. C'est que Lapid cherche aussi à s'imposer comme chef de l'opposition réelle. Finalement, il est chef de l'opposition uniquement parce que Benny Gantz a rejoint Netanyahou. Voilà. Il s'est retrouvé en fait chef de l'opposition face à une opposition qui n'est pas du tout autour de lui, puisque dans son opposition, il y a Lieberman et Bennett à droite, il y a la liste arabe, il y a des formations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, donc il n'y a pas une vraie opposition unie. Voilà. Oui, et donc Lapid le félicite ironiquement, remerciant de lui avoir donné cette légitimité. Et il lui dit aussi, excusez-moi, je vais pouvoir enfin dire à cette assemblée ou même aux manifestants que j'ai réussi à mettre sous pression le Premier ministre, parce que Benjamin Netanyahou était assez irrité, et puis voilà. Il a fait un très bon discours d'ailleurs, mais c'était deux discours intéressants qu'on aimerait, comme vous dites, voir plus souvent. Oui, ça a duré 50 minutes, hein, oui. Donc on va pas ce débat, voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, malheureusement. Deuxième sujet, le budget dont la date fatidique approche, c'est le 24 août, je crois, ouais. Et toujours cette opposition catégorique entre Benny Gantz d'un côté bleu-blanc et le Premier ministre. Le Premier ministre voulant voter un budget pour l'année, et Benny Gantz disant non, absolument, il faut un budget sur 2 ans. Et ça crée des problèmes, même des bruits d'élection. Voilà, alors on sait que si le budget n'est pas voté, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc les deux principaux partis de la coalition, le Likoud et Bleu Blanc de Benny Gantz, ça voudrait dire en fait qu'on va vers des élections. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est les autres membres de la coalition, les partis orthodoxes essayent d'éviter des élections. D'ailleurs, en fait, personne ne veut d'élections. On ne peut pas imaginer non plus que ni Netanyahou ni Gantz sont intéressés à des élections. Tout le monde y perdrait des plumes. Et l'État perdrait de l'argent aussi. Voilà, alors donc la discussion sur le budget, un budget... on peut comprendre, et là, bon, on n'a pas le temps ici aussi d'analyser les arguments des uns et des autres sur la possibilité de faire un budget juste pour terminer l'année et d'attendre plus tard pour voter le budget de l'année suivante, ou de faire immédiatement, comme c'est inscrit dans l'accord de coalition, rappelons-le, là Benny Gantz a raison, c'est dans l'accord de coalition qu'il y aura un budget sur 2 ans. Alors notons qu'entre-temps, on a appris que le Premier ministre a nommé, de la même manière qu'il avait nommé un projecteur, un responsable de la lutte contre le nouveau coronavirus, il a nommé, il a proposé, parce qu'il n'a pas encore nommé, il n'a pas été accepté, à l'ancien ministre des Finances, Moshe Kahlon, d'être le projecteur, le responsable de sortir de la crise économique. Et donc là, ça dépend aussi, cette nomination va dépendre aussi
l'acceptation par le Likoud et par Bleu-Blanc de cette nomination, qui est un peu étonnante, parce qu'on se rappelle que Carlo a dit qu'il se retirait de la vie politique, et que là, c'est le replonger dans une marque qui n'est pas très limpide. Ce qu'il y a aussi, c'est que je crois qu'en coulisses, il y a aussi des députés qui essayent de faire voter une loi qui repousserait ce délai du 24 août. Parce que c'est vraiment un sujet le budget, c'est vraiment un budget sur lequel peut tomber un gouvernement. On s'approche vraiment de la date butoir. Donc, s'ils arrivent à reporter les discussions, alors le budget pourrait être voté à la rentrée. Ça laisserait plus de temps aux deux grandes formations de se mettre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les économistes sont des deux avis partagés. Et Benny Gantz, il essaie en ce moment de mobiliser des économistes qui diraient que on peut voter tout à fait un budget sur 2 ans, tandis que le ministre des Finances dit que il faut urgemment. Il faut urgemment, et puis on peut pas avec le corona faire des choses à plus long terme. En tout cas, voilà. Et les partis orthodoxes, comme vous l'avez dit, menacent même de soutenir pas de soutenir, le contraire, d'être contre celui qui aura provoqué des élections. C'est pas lequel ça sera. En tout cas. Des discussions en vue encore assez animées. Troisième sujet, loi de la nation, Chok Halom. Il y a la députée Yesh Atid d'origine druze qui s'appelle Gadir Kamal Mrich, qui a déposé une proposition de loi d'amendement de la loi de la nation. Et de quoi s'agit-il ? Ce qui est intéressant ici, c'est que cette loi, donc, qui avait fait beaucoup de bruit en Israël et dans le monde, la loi sur l'État-nation, qui définissait ce qui était la déclaration connu, qui était la déclaration d'indépendance, c'est-à-dire que c'est l'État juif, que c'est la Tikva, l'hymne national, et que l'hébreu est la langue officielle de l'État. Quand la loi avait été votée, Benny Gantz, alors dans l'opposition, s'était engagé, au cas où il était élu Premier ministre, à faire un amendement justement notamment pour les Druzes, pour leur donner finalement l'égalité, dire que les Druzes ont les mêmes droits, qu'il n'est pas normal que les jeunes Druzes, on sait que les Druzes font l'armée en général, donc s'ils font l'armée, qu'ils aient les mêmes droits que les... Ce qui n'est pas le cas Alors, justement, ils ont les mêmes droits dans les faits, sociaux, ouais. Mais ce n'est pas inscrit dans cette loi, et c'est ce que cette députée, qui à l'époque était très proche de Benny Gantz, mais qui finalement a quitté le parti de Benny Gantz pour rester avec Yair Lapid. Et donc ça a échoué, cette proposition d'amendement a échoué, et contrairement aux attentes de Yesh Atid, Benny Gantz, Gabi Ashkenazi et Avi Nissenkorn, les 3 ténors du parti bleu-blanc, n'ont pas participé au vote, ce qui est dire on ne veut pas de nouvelles crises en ce moment, il y en a suffisamment avec le Likoud, et donc cet amendement qui proposait aussi d'ailleurs que l'arabe et la langue arabe ait un statut particulier, ce que le Likoud finalement n'était pas complètement contre non plus, mais comme c'est proposé par l'opposition, voilà. C'est comme ça que la Knesset fonctionne. Pour l'instant, cette loi, comme l'autre loi sur laquelle on ne va pas s'étendre, la loi dite de contournement proposée par Ayelet Shaked, qui permettait de contourner la Cour suprême et d'imposer finalement que la Knesset soit souveraine par rapport à la Cour suprême. C'est un sujet très important qui avait été soutenu, projet de loi d'Ayelet Shaked aujourd'hui dans l'opposition, qui avait été soutenu par le Likoud quand Shaked était dans la coalition, et donc qui a été... Et là, c'est les députés du Likoud qui sont sortis pour ne pas voter en faveur de ce projet de loi. En fait, ce qu'a fait Ayelet Shaked, c'est, on dirait, de bonne guerre de l'opposition, c'est de pousser au pied du mur le Likoud en disant, vous l'avez voulu, et maintenant, faites-le. Pour montrer, vous n'avez pas de parole. Et bon, c'est des techniques de l'opposition. C'est exactement comme la loi de la nation, mais de l'autre côté. Ça permet, quand on sait décortiquer ça, au-delà du projet de loi, on voit que c'est surtout des jeux politiques. Un jeu politique. Et rajouter, pour terminer sur ce sujet-là, que les députés arabes ont aussi voté contre le projet d'amendement de la loi du retour, de la nation, oui, parce qu'ils sont aussi contre ça, parce que ils sont contre par principe, parce qu'ils refusent l'idée de l'État juif. Voilà. On en arrive à un nouvel arrivant. Alors c'est assez courant maintenant, en ce moment. Ouais. Un ministre démissionne, selon ce qu'on a déjà parlé, la loi norvégienne, et il est remplacé par un nouveau député. Alors le nouveau venu s'appelle Amit Halevi. Il est au Likoud, il remplace donc Amir Ohana, ministre de la Sécurité intérieure, qui a démissionné. Amit Halevi, 49 ans. Alors, il était déjà sur les listes, limite, lors des deux derniers scrutins. Certains l'avaient vu à l'intérieur
de la Knesset ou pas. Finalement, il rentre. Ancien directeur de cabinet de la ministre des Sports et de la Culture, Miri Regev. C'est quelqu'un qui a un long passé au Likoud. Il vient d'une famille... Enfin, lui est pratiquant. Qui passe sur la tête. Il a étudié à Yeshiva Merkaz Arav. Et il est très actif. Il est surtout le créateur de l'Institut de pensée stratégique de l'État juif, qui entre-temps s'appelle Michlala le Medinaout, qui dirigeait jusqu'à ce qu'il rentre à la Knesset, donc cette semaine, où il a fait sa prestation de serment. C'est quelqu'un qui a de l'expérience en politique et qui connaît les questions qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Bon, alors bienvenue Amit Halevi. Dernier point avant la rosée de cactus, la nomination de Tzipi Hotovely comme ambassadrice à Londres. On le savait, hein, c'était prévu. Oui, c'était prévu dès la nomination du gouvernement. Voilà. Netanyahou l'avait proposé d'être ambassadeur à Londres. Alors on sait que le Premier ministre a des choix d'ambassadeurs. Donc Hotovely a été brièvement ministre avant d'être sûr que le gouvernement vote pour qu'elle soit envoyée à Londres. Et donc, ce qui permet à Tzachi Hanegbi, ministre en portefeuille, de devenir ministre avec un portefeuille, le portefeuille des implantations. Et je crois qu'il a encore d'autres responsabilités dans ce gouvernement. Ce qui est important, c'est que depuis que Tzachi Hanegbi est ministre, tout le monde dit à quoi ça sert ministre en portefeuille. On ne sait pas si son portefeuille va être très, très rempli. Mais en tout cas, il n'y a plus de ministre en portefeuille dans le gouvernement actuel. Voilà. Bon, il faut quand même préciser que ce ministère des implantations, Itiyashvut en hébreu, ou du repeuplement, c'est difficile à traduire, il concerne le repeuplement dans tout le pays d'Israël. Mais il faut dire que pour ce qui concerne les territoires de Judée, Samarie ou Jérusalem, le dernier mot ne revient pas au ministre, revient au Premier ministre et au ministre de la Défense. Donc à ce niveau-là, les compétences sont assez réduites. Le ministère était censé préparer la souveraineté. La souveraineté, qui descend peu à peu. Qui pour l'instant n'a pas l'air d'être dans l'actualité. Voilà. Peut-être ça reviendra. Bien, on en vient donc à notre rubrique traditionnelle pour terminer l'émission, Rose et Cactus. Alors la rose, cette semaine, on la dédie à Benny Gantz, pour une fois. Benny Gantz, qui dans une longue interview... הממשלה היא אכן ממשלה גדולה. היא אומנם מאפשרת יציבות פוליטית, אבל היא ממשלה גדולה בהיקף השרים שלה. אני מוכן להקטין את מספר השרים של כחול לבן בכל נקודת זמן שראש הממשלה ירצה בכך. אנחנו משוחחים על הדבר הזה, ואני מקווה שיום אחד זה יקרה. כלומר, אתה מוכן מחר בבוקר לוותר על שרים משלך לטובת ייעול אני חושב שאם אנחנו נרצה ביחד להקטין את כמות השרים בממשלת ישראל, se dit en faveur d'une réduction du nombre de ministres, parce que c'est un sujet qui a été très discuté, notamment, on vient d'en parler, et condamné par l'opposition. En plein corona, un gouvernement de 36 ministres. Alors il est vrai, comme il le dit, que ça permet une stabilité, mais d'un autre côté, c'est beaucoup de gaspillage. Et aussi, en efficacité, c'est très difficile, parce qu'on le voit, chaque décision est discutée, rediscutée, contestée. Et donc... Bon, c'est un vœu pieux, disons, hein, parce que... Oui, ça dépend pas de lui, mais il y a une intention ici louable de réduire les dépenses du gouvernement. Parce que ça a été très critiqué en période de corona. Et là, c'est bien que quelqu'un le dise, même si ça risque apparemment pas d'arriver dans les semaines qui viennent. Il pourra dire, je l'ai dit. Voilà. Et donc, le cactus ? Alors, Miki Levy, c'est un double cactus, un député de l'opposition, Miki Levy de Yesh Atid, et David Amsellem, ministre chargé des relations avec le Parlement, pardon. אתם הרי לא ביכולות, לא בפורמה. אבל זה לא מעניין אתכם. כן, בלוף, על מה האשימו אותו? איך אומר שי ניצן? נתנו כאן תקדים משפטי, מה השוחד? תספר מה השוחד. איזה כתבה, כן, לכאורה, באיזה אתר. אתם אפילו לא מספרים את האמת. תגידו, קיבל כתבה אוהדת באתר. לא, שוחד. David Amsellem, dit Doudi Amsellem, à l'hémicycle, on l'a vu sur la vidéo, est assez virulent, on va dire. Et en fait, il y a un échange entre les deux qui, on a vraiment l'impression, disons-le, on est entre nous, hein, c'est le chouk. Ouais. C'est vraiment une manière de se parler. Les deux hurlent. On a l'air très loin d'un parlement respectable. Et si dans le fond, l'un et l'autre ont des choses intéressantes à dire, soudain, moi, ça m'a fait penser à Capitaine Haddock
dans Tintin, qui avait toujours des nouvelles insultes, les bachibouzouk, etc. Et on a l'impression que ces deux hommes sont là à essayer de... Qui va avoir l'expression la plus originale. Surtout que Mickey Levy, ancien chef de la police, il a une voix très forte et puis il a une bouche très ouverte quand il parle. Enfin, il a un gestuel qui est très... Bon, pour ce genre d'attitude, on n'aime pas ça dans les coulisses de la Knesset. Voilà. Donc, a donné un cactus aux deux pour cette manière de s'exprimer qui est malheureusement assez fréquente. Voilà, et qui n'a pas beaucoup... Parce que souvent, on les voit, les députés, sur les plateaux de télé des employés, etc. On entend aussi à la Knesset des engueulades, et c'est normal. Mais là, il y a une espèce de manque de respect du Parlement, et on voit le président de la Knesset qui a beaucoup de mal à mettre de l'ordre, les calmer. C'est pas la première fois que ça arrive, mais j'ai l'impression qu'il arrive Levy, le nouveau président de la Knesset, a l'air complètement débordé. Cette fois-ci. Voilà. Écoutez, il ne nous reste qu'à souhaiter Shabbat Shalom à nos auditeurs, et à la prochaine. Merci. Au revoir, Michael. Au revoir. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum.